Alors, TAR, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous avez mis en place avec l'Alliance Industrie du Futur les vitrines, dont celle dont, enfin, voilà, Landry est une des nouvelles vitrines. Il n'y a pas d'imprimerie aujourd'hui parmi les vitrines. Non, il n'y a pas d'imprimerie, effectivement. Alors pourquoi? Alors, d'abord, peut-être avant de répondre à la question, je vais réagir 30 secondes sur ce qui vient d'être dit. Et moi, j'en tire trois conséquences, trois conclusions finalement de tout ce qui vient d'être dit. C'est d'abord pour se transformer, pour progresser, pour intégrer, je dirais, pour se moderniser, pour se transformer. Il y a trois clés finalement. Il y a une vision du dirigeant. Clairement, elle a été exprimée de manière tellement enthousiaste et c'est magnifique. Deuxièmement, il y a la confiance vis-à-vis de ses salariés. Et troisièmement, il y a la technologie, quand même. Mais la technologie qui n'est pas un frein, qui ne doit pas être perçue comme étant quelque chose une complexité. C'est quelque chose qui doit être absorbé finalement, comme si c'était de l'air qu'on respirait et que ça devienne quelque chose qui soit naturel. On s'imprègne de technologie, on essaye de la digérer le mieux possible et puis on en fait quelque chose de continu. On l'intègre de façon continue dans l'entreprise et ça fait des progrès continus dans l'entreprise. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça évidemment que je retiens de cet exemple. Alors, on parlait effectivement tout à l'heure, l'Alliance Industrie du Futur a, je dirais, labellisé plus d'une quarantaine de vitrines, et à chaque fois, c'est des exemples particuliers, c'est des exemples de ce qui vient d'être dit, évidemment sur des secteurs différents, avec des problématiques différentes, avec des enjeux différents, voilà. Mais à chaque fois, c'est des solutions imaginatives, concrètes, nouvelles qui sont proposées. Et donc il y a même un guide, un mini-guide qui a été publié pour expliquer, finalement, pour donner un peu les clés de ces transformations dans ces cas d'entreprise très particuliers. Alors évidemment, vous pouvez vous en inspirer pour faire quelque chose chez vous, mais ça ne doit vous servir qu'à vous inspirer, surtout pas copier des organisations, des structures, des intégrations de technologies telles qu'elles ont été faites par exemple dans cette entreprise. Alors pourquoi est-ce que l'imprimerie n'a pas eu de vitrine labellisée? Parce que finalement, il n'y a pas eu de vitrine qui sont venus nous voir, l'Alliance, et qui a frappé à la porte, qui a dit moi j'ai une super, j'ai des innovations, j'ai construit quelque chose vers l'avenir, j'ai quelque chose de novateur, j'ai intégré quelque chose de novateur, j'ai fait un projet d'entreprise qui était tourné vers l'avenir, avec encore une fois des constantes. C'est-à-dire que nous, quand on labellise une vitrine, on a des constantes, on a des critères un peu magiques et qui viennent en gros d'être explicités par cet exemple. Donc c'est une vision du dirigeant, c'est une vision, une stratégie du dirigeant, c'est les aspects compétences, c'est les aspects humains et formation qui sont extrêmement importants. Et puis c'est effectivement les aspects technologiques, encore une fois, ils sont incontournables. Hein. Il y a de la technologie qui rentre et qui permet toutes ces transformations. Et moi, quand je dis technologie, beaucoup font des raccourcis, parlent de digital. Alors, je sais qu'on a beaucoup de... Mais j'irai pas jusqu'au bout de... Mais pour moi, la technologie, ce n'est pas que le digital. On parlait tout à l'heure de robotique. C'est de la technologie, c'est des technologies nouvelles. Les cobots, c'est des technologies nouvelles. Il y a des tas de, je dirais, de technologies. La fabrication additive, ce n'est pas de la technologie nouvelle. Enfin, ce n'est pas du digital en tant que tel, même si ça a besoin de fichiers, même si ça, évidemment, pour imprimer, entre guillemets. Oui, juste, je vous coupe, mais pourquoi il y a impression en 3D? Pourquoi les imprimeurs font pas d'impression 3D? Bonne question, il faut leur poser. J'ai pas la prétention de répondre à leur place. Bon, c'est pas le même métier sans doute, mais pourquoi? Non, il semble qu'il y pas ait de une logique. l'impression. C'est pas de l'impression, oui, d'accord. C'est une logique entre l'impression et l'impression 3D. C'est pas tout à fait vrai. C'est une forme d'impression parce qu'en fait, vous ajoutez couche successive sur couche successive de matière. Mais oui, mais justement, donc c'est des couches successives, c'est des couches sur couches. Yvon dit l'imprimerie aussi, ça rajoute des couches. Alors, mais vous avez raison, d'ailleurs, je n'aime pas utiliser ce terme d'impression 3D, je préfère parler de fabrication additive. Mais on est d'accord. Mais c'est quand même, quelque part, ça aurait pu être finalement un projet de diversification que vous pourriez avoir dans ce sujet-là. Il y a quelques imprimeurs, absolument. Donc voilà, la réponse, c'est
venez, allez voir l'Alliance et dites-leur on a quelque chose d'extraordinaire à vous proposer, quelque chose qui peut, encore une fois, c'est quelque chose qui est important, qui peut susciter je dirais, l'intérêt auprès de mes entreprises, enfin de mes co-disciples, enfin, qui peut montrer, voilà, qui peut donner l'exemple. Qu'est-ce que ça rapporte d'être vitrine à part de se taper 800 km dans la journée pour venir témoigner? Attendez. Parce que Frédéric Faby se pose peut-être la question, il pourrait peut-être être vitrine. Mais quand on est, je suis désolé, quand on est amoureux des livres, pour moi, franchement, je remercie Pascal de m'avoir invité, mais quand on est amoureux des livres, quand on est amoureux de la connaissance, venir parler devant un parterre d'imprimeurs, c'est quand même assez. Sincèrement, c'est extraordinaire. Je sais pas, l'imprimerie, c'est quand même le transfert de la connaissance par excellence depuis Gutenberg. Il faut pas l'oublier. Donc c'est quelque chose. Donc ça mérite de faire les 800 km. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça rapporte quoi quand Ça même rapporte quoi? Alors ça rapporte quoi? D'abord, ça rapporte une visibilité, évidemment. Ça rapporte une visibilité très forte. Lorsqu'on est labellisé vitrine, donc il y a toute cette communication qui montre cette entreprise, une entreprise tournée vers l'avenir, une entreprise qui se réinvente. Donc il y a un intérêt de beaucoup d'acteurs qui se disent tiens, c'est quoi cette entreprise? D'ailleurs, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure au déjeuner. Il y a des entreprises qui vous ont contacté et qui vous ont dit nous on veut travailler qu'avec des entreprises comme vous, qui sont labellisées parce que ça montre un chemin, ça montre un état d'esprit d'entreprise, ça montre une entreprise qui veut progresser et qui ne veut pas rester sur ses acquis. Et c'est extrêmement important dans des entreprises aujourd'hui, quand il y a une compétition mondiale et quand vous savez qu'une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, elle est engagée dans une volonté de progresser, dans une volonté de croître, de se transformer et de mieux faire, je peux vous dire que ça intéresse énormément de donneurs d'ordre. Donc c'est le premier volet extrêmement important. Ensuite, on est, je dirais, ces vitrines qui sont labellisées, elles font partie d'un club. Il y a un club des vitrines, et dans lequel finalement, peut-être des choses qui sont échangées, plutôt des choses qui ne pourraient pas être échangées ou qui ne pourraient pas être communiquées à toute autre entreprise, à la limite concurrente du secteur, etc. Là, dans ce club, parce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas 40 vitrines du même secteur d'activité qui soient représentées dans ce club. Donc ça permet à ces entreprises de progresser encore plus vite parce qu'elles partagent entre elles des bonnes pratiques. Elles partagent entre elles des choses, elles échangent entre elles des choses qui peuvent leur permettre de se dire je vais peut-être faire ça, je vais peut-être faire pareil. Et donc il y a une forme d'affection sociétative qui se crée dans ce club et qui permet à ces entreprises de progresser encore plus vite, de rester finalement leader, toujours un peu en avance de ce qui se fait de mieux dans cette transformation vers l'industrie du futur. Alors, Tahar, pour revenir sur notre sujet principal, donc comment faire sa mue, disons, des process ou du numérique, si je ne trouve pas d'autres mots, quel conseil vous donneriez à quelqu'un, une entreprise qui veut se lancer? Alors, moi, les premiers conseils que je donne, c'est d'abord sincèrement de ne pas avoir de tabou, de ne pas avoir peur, de se dire « Ouh là là, c'est quoi ce truc, dans quoi je vais m'engager ?» Je vous assure que, alors, vous êtes une entreprise d'une centaine de personnes, mais je vous assure que des vitrines, on en a certaines qui font 15 personnes. Et quand je sais que je crois avoir lu tout à l'heure que la très large majorité, 70% je crois, des entreprises du secteur, des 4500 je crois entreprises du secteur, sont des entreprises de moins de 20 personnes, vous dire que c'est pour moi aussi. Donc je vais vous citer un exemple d'une entreprise de 15 personnes qui travaillait, alors, pour une fois, dans un métier qui n'avait... dans un métier qui n'a a priori rien à voir évidemment avec le vôtre, mais dans un métier mécanique, donc c'est des fabricants de chariots, des chariots de transport, vous savez, dans les ateliers, etc., des chariots qui se déplacent. Et donc cette entreprise qui commercialisait ces chariots,
Elle s'est dit, elle avait beaucoup de SAV, beaucoup de retours d'entreprises clientes qui leur disaient, ouais, mais il y a des problèmes, ça marche pas à un moment donné, ça s'arrête, j'ai des problèmes de maintenance, etc., etc., etc. Et donc l'entreprise, elle comprenait pas, donc elle fait une SAV extrêmement importante et des coûts évidemment de cette SAV extrêmement importante, et puis qui à un moment a rencontré une start-up, alors pour pas la citer, Optimdata, et qui du coup, Optimdata lui a dit, moi je peux monitorer, je peux mettre des capteurs sur tes chariots, et puis je vais voir ce qui se passe. Et bon, ils ont fait des essais, ils sont allés dans des ateliers, enfin chez des clients, ils ont mis ces capteurs, et puis évidemment, il y a des tas d'informations extraordinaires qui sont sorties de ces capteurs, qu'il y avait une mauvaise utilisation. En fait, ces chariots étaient très mal utilisés par les opérateurs. Pas parce que les opérateurs avaient envie de détériorer le matériel, certainement pas, mais parce que tout simplement, ils n'avaient pas été formés correctement à les utiliser. Et donc, ça a généré comme ça, de fil en aiguille, une transformation radicale de l'entreprise qui s'est tournée non pas effectivement vers simplement vendre ses chariots. Maintenant, elle ne vend plus ses chariots. Elle a décidé, donc elle a créé un nouveau modèle d'affaires, elle les loue. Donc elle loue la disponibilité de ses chariots. Parce que l'information captée par ces capteurs, et donc sur l'état de santé de ces chariots, sur l'état de santé des batteries, sur l'état de santé, etc., permet à cette entreprise à la fois donc, de faire de la maintenance prédictive, mais aussi, lorsqu'elle détecte que le chariot il est mal utilisé pendant un certain temps, d'appeler le chef d'entreprise et de lui dire l'opérateur qui a utilisé ce chariot, écoute, peut-être qu'il n'a pas très bien compris comment on l'utilisait, comment on déverrouillait telle chose ou comment on faisait telle chose. Donc, redonne-lui une formation pour qu'il se mette à niveau, pour qu'il réapprenne à bien utiliser cet équipement et pour, encore une fois, faire baisser évidemment ce taux de dysfonctionnement. Donc et puis alors, je termine, cette entreprise, c'est vraiment une belle histoire aussi que j'aime raconter, mais elle a décidé aussi du coup de racheter, ou plutôt de produire ses propres chariots en France. Donc au départ, elle les achetait en Angleterre, en l'occurrence, et puis elle a acheté un petit atelier de mécanique et elle a décidé de produire elle-même pour y mettre plus d'innovation, pour la faire progresser. Et du coup, elle a la chaîne complète. Elle a créé une chaîne complète depuis donc, la production de ces chariots, la conception, la production de ces chariots, jusqu'à fournir un service nouveau à ses clients. Donc c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Alors, peut-être pour terminer, parce que le temps passe, malheureusement. Parmi les conseils aux gens qui veulent se lancer, vous disiez, faites-vous disrupter, prenez un jeune ingénieur en stage chez vous. Oui, c'est quelque chose que je pousse énormément. Encore une fois, je me dis souvent, on se dit, encore une fois, on n'a pas le temps. On est une entreprise de 15-20 personnes, on dit on n'a pas le temps de s'occuper de ces choses-là, etc. Mais moi, je dis, oui, vous êtes peut-être, mais prenez le temps de recruter un petit ingénieur en stage de 6 mois. Dites-lui, écoute, tu as carte blanche, regarde partout, fouille, regarde ce qui se fait, fais-toi une idée de tout ça et reviens-moi dans 3 mois ou dans 2 mois et dis-moi ce que tu en tires comme retour, comme conséquence, bref, tu me dis et tu me donnes des solutions, et tu me proposes des choses à faire. À partir de là, évidemment, il y a un travail de validation, il y a un travail, ça ne se fait pas comme ça, mais en tout cas, ça permet à l'entreprise de se frotter avec la nouveauté, avec un monde dont elle n'avait pas forcément l'habitude qu'elle n'avait pas forcément l'habitude de côtoyer, parce que le quotidien, parce que le travail quotidien fait qu'on n'a pas forcément la facilité à se projeter sur des nouvelles technologies, sur des nouvelles manières de s'organiser, etc. Et effectivement, ce n'est pas comme des consultants que vous payez qui viendraient vous imposer des choses. C'est un jeune ingénieur qui vous livre ses idées, sa naïveté. Exactement. Et lui, il viendra vraiment avec quelque chose, avec du sang neuf, avec un ballon d'oxygène qui va vous insuffler. Et écoutez-le, je vous assure, c'est extraordinaire ce qui peut être fait par ces jeunes. Frédéric Faby, donc vous êtes le patron de DupliPrint, que vous avez créé en 1993 à la sortie de l'école de commerce et qui est à Douaumont, dans le Val d'Oise. C'est 18 millions de chiffre d'affaires et une centaine de personnes et 10% de croissance tous les ans. Donc c'est une entreprise, une imprimerie successful qui est à mi-chemin entre l'industrie et les services. Alors, est-ce que ce serait une vitrine ? Vous pourriez être vitrine, vous croyez ? Est-ce qu'on serait vitrine ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai entendu, ça résonne bien chez nous, puisque aujourd'hui, en fait,
ce métier de l'imprimerie, c'est un métier qu'on aime beaucoup, mais c'est quand même un des rares secteurs, alors déjà qui a en effet connu des révolutions techno, la révolution digitale, ça fait 15 ans qu'on l'a connu, donc c'est pas récent. Et aujourd'hui, l'imprimerie, c'est le vilain petit canard. C'est-à-dire que vous reprenez tous les rapports RSE des grandes entreprises, on détruit des arbres, donc il faut arrêter les rapports annuels papier, il ne faut plus imprimer ses mails, il ne faut plus ceci, il ne faut plus cela. Donc en fait, aujourd'hui, le print, c'est le vilain petit canard. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut le supprimer, on le supprime. Il y a un autre facteur qui fait que le print, c'est aussi un vilain petit canard, c'est que le timbre coûte cher. Et quand vous envoyez un mailing par la poste, il y a plus de timbre que de print. Donc les gens se disent, autant envoyer un email, ça ne rapporte pas grand-chose, mais ça ne coûte pas grand-chose non plus. Donc, quand on est dans un secteur comme ça et qu'on a une érosion de son chiffre d'affaires entre 8 et 12% chaque année, on se pose des questions en se disant, est-ce qu'on reste dans le secteur tout simplement, est-ce que ce n'est pas le moment de vendre son entreprise et puis de faire autre chose parce qu'il y a un vrai problème, ou est-ce que l'imprimerie a toujours de beaux jours devant elle. Nous, ce qui dicte, je dirais, notre stratégie et notre attitude au quotidien, c'est le client. En se disant, qu'est-ce qu'on peut apporter au client qui va faire qu'on va lui prouver que le print, ça a de la valeur. Parce que moi, je tourne ça un peu à la dérision avec certains clients quand je discute avec eux, parce qu'à chaque fois, les budgets sont trop élevés, le budget, il faudrait baisser ce prix de mailing, ceci, cela. Je leur dis, il y a une solution pour que ça ne coûte pas grand-chose, faites plus rien. Ça, au moins, ça ne coûtera rien. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous, on a décidé, il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, on a lancé notre projet Usine du Futur. Alors, ce n'est pas un projet techno, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est un projet stratégique. En fait, j'ai écrit un petit document pour l'ensemble de l'entreprise en leur disant, voilà l'état du marché, en tout cas notre marché, parce que tout à l'heure vous parliez d'impression 3D, il n'y a pas une imprimerie aujourd'hui, il y a des imprimeries, et puis ce qui dicte le fait d'aller dans le 3D ou pas dans le 3D, c'est pas la technologie, mais les clients que l'on a. Si demain on a des clients industriels avec qui, par exemple, on fait de la documentation technique, mais qui auraient aussi besoin de pièces pour des machines à laver, etc., c'est astucieux d'y aller parce qu'on a déjà les clients. Quand on va dans des secteurs où on n'a pas du tout de clients, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, j'ai écrit un petit document en disant, en expliquant où on était positionné sur le marché, où on voulait aller demain, et surtout, qu'est-ce qui nous empêchait aujourd'hui de le faire. Parce qu'en fait, il faut quand même savoir que dans notre profession, on a en gros 25% d'augmentation de commandes chaque année, mais une diminution du nombre de commandes. Donc malheureusement, on ne croit pas à notre chiffre d'affaires de 25%, et les 10% que j'annonçais de croissance, je les ai eus il y a encore 3-4 ans. Maintenant, je suis plutôt à 1,5-2% de croissance, parce qu'il faut déjà que je compense mes 8 à 12% de décroissance. Donc en fait, on s'est dit, comment on peut répondre à des nouveaux besoins de clients grâce à notre site de production. Parce qu'il y a 7-8 ans, j'interdisais quasiment aux commerciaux de l'entreprise de parler de machines. Parce que parler de machines, on a tous les mêmes. Donc à un moment donné, quand vous dites j'ai une Komori, une Heidelberg, etc., on ne sent pas vraiment la différence. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec ce projet d'usine du futur, on remet notre site de production au cœur de notre démarche commerciale, non pas en tant qu'outil de production, j'ai une HP, une Heidelberg, une Xerox, etc., mais en tant qu'outil de production qui va s'adapter au système d'information de notre client pour pouvoir faire et réaliser des choses qui n'étaient pas possibles avant. Exemple, on a dans le domaine du marketing et de la com un client qui s'appelle BMW, pour qui en fait tous les mois, on envoie les lettres de relance pour le contrôle technique de toutes les concessions BMW. Ça, c'est fait sans aucune intervention. C'est-à-dire qu'on a une plateforme web sur laquelle les concessionnaires vont venir rentrer le prix du contrôle technique. Et tous les mois, on vient chercher dans la base de données les châssis éligibles, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 72 et plus de 84 mois. Et une fois qu'on a fait ça, on retire toutes ces données de la base de données, on les connecte à un gabarit et on a un fichier PDF qui est prêt à être imprimé. Et ça, c'est possible uniquement si on a organisé notre usine pour être capable de concaténer des tas de petites commandes, de les regrouper et de les envoyer sur les machines d'impression.
Donc c'est aussi une question de process, exactement comme le racontait Landry Maillet tout à l'heure. Alors oui, c'est d'abord une question de marché, c'est-à-dire parce qu'on ne fait pas ça pour se faire plaisir non plus, c'est-à-dire que si on met en place ce type de système, c'est pour répondre à des besoins marchés, c'est-à-dire cette décroissance, comment on la combat? On la combat en allant chercher des business qui sont faits chez d'autres. Mais ça, c'est assez limite, hein, parce que le gâteau, il est tellement en train de se réduire qu'à un moment donné, tout le monde s'arc-boute à ses business et donc baisse ses prix. Donc l'idée, c'est de se dire comment on peut aller chercher des marchés qui n'existent pas aujourd'hui et qu'on va inventer grâce à ces usines. Donc ensuite, vous avez raison, il y a de la mise en place de process, parce que c'est pas le tout de faire gagner du temps à nos clients en automatisant les commandes. Si derrière, moi je reprends tout manuellement, et l'exemple que monsieur donnait tout à l'heure en disant on ressaisit les commandes, c'est pareil dans le domaine de l'édition. On est en train de finaliser la mise en place d'un projet avec Hachette où les fabricants d'Hachette, ils saisissaient les commandes chez eux. Ça arrivait chez nous, on saisissait des commandes. Pour saisir une commande chez nous, c'est 12 minutes. Aujourd'hui, on a un flux via un EDI et le temps de création du dossier de travail, c'est 12 secondes. Alors, je fais un peu de démagogie parce qu'il faut quand même le regarder, le dossier. On ne peut pas l'envoyer comme ça en machine, mais je dirais qu'on va passer de 12 minutes à 2 minutes. Et donc, comme disait monsieur aussi tout à l'heure, on remplace les tâches, je dirais un petit peu administratives, fastidieuses, par des machines, et les personnes qui sont chez nous vont vraiment faire leur métier de contrôle, de conseil, etc. Alors ça, en théorie, c'est super beau, mais on a certains opérateurs qui traînent des pieds parce qu'ils préféraient faire des tâches fastidieuses. Dans nos métiers, on a différents départements. On a un département pré-presse, qui sont les gens en fait, qui travaillent sur les fichiers, qui préparent les fichiers. Et dans notre département web, on a des personnes qui, il y a encore un an, toute la journée, elles recevaient des fichiers Excel, des gabarits au format InDesign, et puis elles connectaient les deux pour faire de la personnalisation de documents. Et il y a maintenant 2 ans, on a automatisé tout ça, les fichiers arrivent, on fait la personnalisation en automatique, et on va même, taper dans le logiciel de la Poste pour pouvoir préparer les fichiers, etc. Et quand j'ai annoncé ça, moi je suis arrivé avec un grand sourire en disant voilà comment ça va se passer maintenant, et je m'attendais vraiment à ce que tout le monde me dise super, et j'ai une personne qui a dit non mais c'est pas possible, il faut qu'on contrôle, etc. parce qu'elle était bien, elle était dans sa zone de confort, et malgré le fait qu'on lui apporte plus de valeur parce qu'elle allait travailler sur d'autres choses, elle n'a pas forcément réussi. Donc je rejoins aussi ce qui a été dit avant. Aujourd'hui, on est en cours de développement de cette usine du futur parce que c'est comme une pelote de laine, plus on tire dessus, plus on se rend compte que c'est jamais fini. Et à chaque fois, le chef de projet qui s'occupe de ça chez nous, à chaque fois, je lui dis, il faut que tu te poses une question. Est-ce que tu simplifies vraiment la vie de la personne qui travaille sur le poste de travail? Si c'est non, on arrête. Parce que c'est bien de s'inventer des choses en disant c'est automatisé, etc. Mais si on passe plus de temps à traiter la donnée qu'à faire le geste, il y a quand même un petit souci. Et ça va vite, parce que nous, on a beaucoup de petites commandes. Parfois, on se dit, on va tout automatiser, mais on demande des saisies. Et si le temps de saisie est quasiment aussi long que le temps pour faire la tâche, on n'a pas rempli notre mission. Donc c'est beaucoup de bon sens, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va voir les gens, on leur demande, on les fait participer, etc. Alors après, c'est pareil, sur 100 personnes, il y a 90% qui vont jouer le jeu, puis il y a 10% qui subissent, qui attendent. Ceux-là, ils viendront ou ils ne viendront pas, et en effet... Il y a certaines personnes qui seront obligées de quitter l'entreprise, mais ça c'est la vie, parce qu'elles n'ont pas envie d'évoluer, parce que ça ne leur convient pas, parce qu'elles préféraient avant, etc., etc. Il a fallu développer un discours au départ pour rassurer par rapport à cette évolution, c'est-à-dire de dire non, vos emplois ne vont pas disparaître, simplement ils vont être enrichis, ils vont être plus intéressants, les tâches répétitives vont être évacuées, et vous n'aurez que de la valeur ajoutée. Alors, les emplois ne vont pas disparaître, c'est faux. Il y a des emplois qui disparaissent et il y en a d'autres qui sont créés. D'accord. Donc, je veux dire qu'au total, vous n'avez pas licencié. Vous ne l'avez pas fait pour faire un plan de licenciement? Non, pas du tout. En fait, notre premier objectif, c'est comment on peut faire pour améliorer les prestations qu'on offre à nos clients. Après, aujourd'hui, il se trouve qu'on n'a pas supprimé d'emplois parce que les personnes ont été soit déplacées dans d'autres départements, soit font d'autres tâches, etc. Par contre, on a supprimé des tâches. Et on a été aussi obligé de le faire certaines fois pour des raisons, je dirais, simples, d'absentéisme, de maladies professionnelles, parce qu'on a des métiers qui sont beaucoup moins usants que les métiers avec les vieilles machines que l'on voit à côté de nous, mais pour autant, vous avez des personnes toute la journée qui font le même geste.
Et on a sur certains postes beaucoup de maladies professionnelles, beaucoup d'absentéisme, parce que la première heure, la personne est super dynamique, 2-3 heures ça va, et puis au bout de 7 heures, on voit une productivité qui baisse. Donc on a aussi travaillé avec les constructeurs de machines pour essayer d'automatiser certaines tâches, et pour avoir une bonne visibilité également sur la productivité, parce que quand c'est l'homme qui, je dirais, déclenche la productivité, bah, les prévisions sont un peu plus compliquées aussi. Vous en avez qui vont aller très vite, d'autres qui vont aller un peu plus lentement, etc. Donc, je dirais que cette usine du futur, on va automatiser partout où ce sera possible. Par contre, plus vous automatisez, plus vous avez besoin de contrôle. Parce que moi, je donne souvent cet exemple-là. On a des plateformes qui tournent pour le marketing direct. Et j'explique souvent en interne que si on ne contrôle rien, on serait capable de mettre une feuille blanche dans une enveloppe et de l'envoyer à un client. Parce que s'il y a un problème de données au départ et que tout est automatisé, eh bien la perso, il ne va rien se passer parce qu'il n'y aura pas de message. Tout va s'imprimer, on va mettre ça sous pli et si tout le monde ferme les yeux, ben, on va envoyer une feuille blanche dans une enveloppe. Donc, on a déplacé vraiment les compétences. Et aujourd'hui, nos fabricants, par exemple, alors on a des chefs de projet et des fabricants, en fait, ce sont les interfaces clients. Ils sont beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le conseil, beaucoup dans le process et beaucoup moins dans l'exécution de tâches qui étaient vraiment sans valeur ajoutée. Au total, est-ce que votre retour sur investissement est satisfaisant par rapport à ce que vous espériez à l'origine? Alors aujourd'hui, clairement non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé chercher des marchés qu'on n'aurait pas. Donc ça nous a permis de développer du chiffre d'affaires, mais aujourd'hui on est en période d'investissement où on investit beaucoup. On a souvent des postes en double parce qu'on ne peut pas non plus passer d'une étape où vous avez des gens qui font quelque chose et puis hop, on met une machine en place et ça va tout faire, ça ne marche pas comme ça. Donc généralement, on double aussi un peu les postes. Donc on est en plein dans cette transformation. Donc aujourd'hui, non, je ne peux pas dire qu'il y a un retour sur investissement. Mais par contre, je prépare l'avenir. Je suis en train d'aller chercher des business que je n'aurais pas eu. Et c'est pour moi la seule solution parce que sinon, il vaut mieux que je me retire de ce marché-là et que je fasse autre chose. Parce que comme je disais au début de mon intervention, on est sur un marché de décroissance. Moi, je crois que le papier a toujours de bons jours devant lui, mais c'est plus le même papier. C'est du papier plus personnalisé, c'est du papier fait plus rapidement, c'est des plus petites quantités. Enfin, il suffit de regarder ce que vous avez dans vos boîtes aux lettres, par exemple, aujourd'hui. C'est pas la même chose que ce que vous aviez dans vos boîtes aux lettres il y a 10 ans, quoi. Oui, cela dit, l'efficacité d'un mailing papier, maintenant qu'il y en a moins, est bien plus forte que celle d'un mailing. Oui, s'il est pertinent. C'est-à-dire que je reçois encore, moi, des mailings sur des pièces industrielles, par exemple. Ça ne me sert à rien. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire avec nos clients, c'est de travailler sur le contenu, donc les données, en leur disant vous savez que votre client, il a tel véhicule ou qu'il a tel type de prêt, etc. Comment vous pouvez personnaliser? Et on essaie de rendre le papier aussi simple que l'envoi d'un email ou d'un SMS. Donc, en fait, c'est ça notre promesse. C'est de dire, vous appuyez sur un bouton et vous n'aurez rien d'autre à faire. Parce que faire un mailing papier, c'est compliqué. Il faut appeler un créatif, il faut appeler un imprimeur, il faut appeler un routeur, il faut se renseigner sur les tarifs poste. Enfin, c'est beaucoup plus simple qu'en d'envoyer un email. Donc nous, ce que l'on essaie de promettre, c'est de dire vous appuyez sur un bouton et ce sera aussi simple. Mais pour promettre ça, il faut que derrière nous, on soit organisé pour ne pas créer une usine à gaz chez nous, parce que sinon, le temps qu'on a fait gagner aux clients, on va le perdre chez nous et on n'aura rien gagné. Merci beaucoup, Frédéric Faby. Alors, bon, il reste 3 minutes par rapport au timing de départ pour les questions, s'il y a des questions. Est-ce que... Alors, Pascal, une réaction, je suis sûre. On est dans un secteur où on est sur un gain de productivité en productivité apparente du travail annuel, même si ça s'est stabilisé de 3 à 5% en moyenne. Il n'y a pas un gain de productivité qui est conservé par les industriels. Aucun. Ça nous met dans une situation de moins-disance absolue, comme tu le sais. Comment on peut introduire une optimisation industrielle forte dans un contexte d'attrition et surtout, je dirais, de moins-disance organisée, voire de prix prédateurs? Ce que je peux dire, c'est que... et encore une fois, je ne vais pas me cacher derrière des études, derrière des choses comme ça, mais malheureusement, je ne connais pas suffisamment le secteur pour y répondre de manière, je crois, pertinente et qui vous satisferait. Je n'ai pas cette prétention, loin de là. Beaucoup d'études montrent que sur des secteurs d'activité très divers, vraiment très divers,
Et j'ai pour mémoire une étude EY qui a été publiée il y a 1 an et demi, je crois, et donc qui vraiment était assez multisectorielle et qui montrait que l'introduction de ces nouvelles technologies, encore une fois, il faut être prudent dans tout ça, permettait de faire des gains de productivité entre... Alors, tout dépend de la nature des introductions de ces nouvelles technologies et de cette industrie du futur que vous, encore une fois, que vous introduisiez dans votre entreprise, entre 15 et 25, voire 30%. Oui. Il y a une étude du BCG qui dit la même chose. Une étude du BCG qui dit la même chose. Donc je ne veux pas, encore une fois, les études, c'est facile, je vous balance ça, et effectivement, après, c'est vraiment au cas par cas, et essayez de comprendre comment votre secteur... quelle adéquation il peut y avoir entre ces nouvelles technologies, ces nouvelles organisations du travail, ces nouvelles compétences, ces nouveaux marchés aussi, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les nouveaux marchés à conquérir. C'est toute l'adéquation finalement de ces 3 composantes qui va faire que vous allez pouvoir progresser, enfin en tout cas gagner en productivité ou pas. Donc voilà la réponse, et encore une fois, pardonnez-moi, elle n'est pas du tout, elle n'est pas construite, elle n'est pas. Je vous donne que des éléments dont je peux vous donner. Enfin, Voilà. je peux vous donner. Et est-ce que Landry a aussi une réponse, et vous, Frédéric aussi, peut-être, quand même? Ouais, moi je pense que la question est vraiment pertinente. Nous, dans l'histoire, notre entreprise, on faisait de l'usinage et en effet, il fallait faire des gains. Donc on a fait l'usinage, après on a fait la soudure, après on a fait la peinture, après on a fait le traitement de surface. On a intégré toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, ça fait pour certaines pièces une 30aine d'années qu'on les fait et on nous dit encore de faire des économies. Moi, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Je pense en effet le fait de travailler sur cette automatisation, ces nouveaux process, c'est surtout de l'investissement sur le futur. Je pense clairement que les gains aujourd'hui ne sont pas palpables. Nous, on a eu un développement d'activité en chiffre d'affaires, un développement proportionnel. Enfin, le résultat, la rentabilité d'entreprise reste la même. Donc, on n'a pas les fruits de notre travail. Par contre, comme je l'ai dit, je pense qu'on est messager et on doit le faire pour le futur. Et que si on ne le fait pas aujourd'hui, on aura des risques pour demain. Donc, je pense vraiment, pour moi, la réponse est là. Frédéric, vous voulez ajouter un mot? Ouais, en fait, je pense qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens. Parce que si on reste sur notre position de se dire on fournit un service d'impression, même si on augmente notre productivité, de toute façon, on donnera les 3/4 de la productivité au client, tout simplement parce qu'il dit bah oui, mais tout le monde augmente sa productivité. Vous avez du CTP, vous avez ceci, vous avez cela, donc baissez vos prix. Nous, ce qu'on constate, alors c'est pas simple, et aujourd'hui, ça ne compense pas les baisses de prix qu'on peut avoir sur d'autres choses. Mais ce que l'on constate, c'est que quand on vend autre chose aux clients, par exemple, si je prends les plateformes web dans le marketing, ce que l'on vend, c'est pas du print. Hein. On imprime énormément. Pour Société Générale, par exemple, on a une plateforme qui tourne où on imprime énormément, plus de 2 millions d'euros dans l'année. On ne vend pas de print. On leur vend des gains de temps, le respect de la charte graphique, un reporting en temps réel, une visibilité sur tout ce qui se passe, et au final, il y a du print. Et on leur fait tellement gagner d'argent et de temps sur le reste qui nous ennuie beaucoup moins sur le coût du print. Parce qu'on a une vraie utilité. Donc je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers en se disant qu'est-ce que je peux apporter au client grâce à mon organisation et du print. Et c'est pour ça que nous, on croit au print en se disant on va continuer à imprimer beaucoup, mais si je vends que du print en direct, à part le prix, on fait tous la même chose aujourd'hui. Donc le seul moyen, ou alors, c'est de se retrouver dans le monde industriel un maillon de la chaîne logistique globale. Et là, pour le coup, comme vous êtes un élément important, vous pouvez quand même fixer un minimum de conditions. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, moi, je le vis au quotidien. Bravo. Merci, messieurs. Merci beaucoup pour cette table ronde passionnante.